je suis Florence Descamps, je suis maître de conférence à l'École pratique des hautes études habilitée à diriger les recherches en histoire contemporaine. Voilà, je travaille sur l'histoire de l'État, 19e, 20e siècle, et principalement sur ce qu'on pourrait appeler l'état de finance, à savoir voilà, les organes qui ont une compétence en matière de gestion, de contrôle des finances publiques. Je m'appelle Emmanuel Gianesini, je suis conseiller maître à la Cour des comptes et président de la première section de la première chambre. C'est la section qui est compétente en fait sur la synthèse des finances publiques, le budget de l'État, la fiscalité et le ministère de l'économie et des finances. Oui, ça fait un périmètre assez large, mais il en reste pour évidemment les autres chambres de la Cour. Et notamment, bon, je crois que c'est la raison de ma présence ici, j'ai piloté au printemps dernier les travaux de la Cour des comptes qui ont marqué sa contribution à la revue des dépenses, donc essentiellement des notes thématiques et le rapport traditionnel sur la situation et les perspectives des finances publiques. Alors, peut-être en petit préambule, faut-il dire qu'on n'utilise pas le terme revue de dépenses, qui est un terme évidemment très moderne. On parle à l'époque d'économie budgétaire ou de réforme administrative, et cela au moins jusque dans les années 80. Donc ça serait la première chose. La seconde, pour répondre à votre question plus directement, c'est que cet outil, alors je vais reprendre votre terme, de revue de dépenses donc, ou de dispositif d'économie budgétaire, il a été largement inventé entre les deux guerres, notamment après la Grande Guerre, en raison du contexte des finances publiques, à savoir principalement le déficit budgétaire, les dettes, toutes les questions voilà, de finances publiques qui se posent au lendemain de la Grande Guerre. Et il a été rodé, si je puis dire, expérimenté entre les deux guerres. Et il va ressurgir, même scénario, il va ressurgir après la Seconde Guerre mondiale, pour les mêmes causes, à savoir à la fois l'expansion de l'État, les désordres des finances publiques, à nouveau le déficit budgétaire. Donc là, on va avoir à nouveau une séquence très très dense entre 1945 et 1950, et puis une éclipse sous la 4e République, avec une sorte de chant du cygne, à la fois un sommet et un chant du cygne qui est une grande commission nationale d'économie en 1950. Et puis après, c'est l'absence, donc là c'est plus qu'une éclipse, c'est, on peut dire presque une absence de 30 ans, puisque de 1959, bon, je pourrais dire pour faire un chiffre rond 89, mais ça n'a pas de sens de parler de 89, donc je vais parler de 86, 88, expérience Chirac-Balladur. Et donc là, on a de nouveau un organe d'économie budgétaire qui est une mission qui va ressurgir. Voilà, et puis pour la période plus récente, je vais laisser mon interlocuteur établir la chronologie de la réapparition et cette fois-ci peut-être de l'apparition des revues de dépenses, ce qui n'est pas le cas jusqu'en 88. On ne parle pas de revues de dépenses. C'est vrai que nos périodes s'enchaînent. Et je trouve d'ailleurs c'est extrêmement intéressant au fond, en tout cas pour moi, de pouvoir vous entendre sur au fond ce qui s'est passé avant le début des années 90, qui est presque le moment où nous nous enchaînons. Alors, je précise un petit peu, la Cour des comptes, évidemment, jette toujours un regard rétrospectif pour juger le présent, mais notre regard, il porte quand même rarement au-delà de 15 ou 20 ans en arrière. Alors, je crois que ce que vous venez de dire, il me semble, moi, évidemment, je ne peux pas prétendre avoir un regard expert sur les périodes plus anciennes que celles qu'on a nous-mêmes regardées. Mais effectivement, ça correspond tout à fait à cette idée. Le terme revue de dépenses, le terme lui-même, il apparaît au début des années 90 dans le cas de ce qu'on a pu appeler la rationalisation des choix budgétaires, la pensée managériale appliquée au secteur public. Bref, il y a un certain nombre de phénomènes qui font émerger ce terme. Et pour dire les choses de façon assez simple et crue, je crois que c'est une sorte de version plus qualitative d'économie budgétaire. C'est-à-dire qu'en réalité, les revues de dépenses consistent à avoir une approche peut-être mieux outillée, plus méthodologique, en regardant davantage les résultats, peut-être en prenant davantage de soin des éléments de concertation, toutes choses sur lesquelles d'ailleurs je reviendrai parce que je crois qu'elles sont au cœur de la revue de dépenses présente. Mais l'idée est quand même effectivement
à la fin, incontestablement, de produire de la connaissance sur la dépense et, in fine, sa maîtrise ou des économies budgétaires. Économies budgétaires, là aussi, peut-être y reviendra-t-on. La France a réalisé assez peu d'économies budgétaires dans son histoire. Par contre, elle s'est quand même souciée, au cours des dernières années, de la maîtrise de la dépense. Alors, pour notre période historique, je pense qu'il faut quand même être relativement clair. Hein. Ce sont principalement des gouvernements de droite, notamment sous la Troisième République, mais des gouvernements de centre-droit pour la Quatrième République, et puis, j'allais dire Michel Debré pour la Cinquième République, qui n'est pas connu pour être un homme de gauche. Donc c'est vraiment des gouvernements marqués à droite qui prônent un État plus léger, moins nombreux, plus agile, plus économe, plus efficient, plus efficace, qui ont porté cette politique d'économie budgétaire. Mais avant en fond de carte, il faut quand même dire que le contexte joue un rôle considérable. Donc la crise des finances publiques après les 2 guerres mondiales incite à des politiques d'économie budgétaire très, très importantes. Ça, c'est vraiment important de le dire. Après, ce qui est très intéressant dans les différentes séquences de cette compression budgétaire, il y a une alternance entre les ministres des Finances, qui à l'époque, sous la Troisième République par exemple, tombent sur l'annonce d'un plan d'économie. Donc c'est pas du tout une petite affaire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup d'économies budgétaires, il faudrait peut-être raffiner un peu sur ce constat. Mais en tout cas, c'est j'allais dire, l'exercice de tous les dangers. Hein. Donc ça, c'est très important de le dire. Donc c'est une question très prégnante dans l'entre-deux-guerres. Et sous la Quatrième République, on ne tombe plus réellement sur un plan d'économie budgétaire comme sur la Troisième au bout de 3 mois d'exercice. Et là, ce qui est intéressant, ce que je voudrais mettre en valeur pour la Quatrième République, c'est l'oscillation qu'il n'y a pas sous la Troisième République, parce que la présidence du Conseil n'est pas assez forte pour porter de façon autonome une politique d'économie budgétaire. Mais sous la Quatrième République, il y a une oscillation assez intéressante entre le portage par le ministre des Finances, qui évidemment s'investit très fortement, et la présidence du Conseil, qui, je le rappelle, après 1945, ce qu'on appelle, va essayer de créer des outils sur la politique de la fonction publique, notamment avec la création de la Direction générale de la fonction publique. Et donc, elle essaie d'investir le champ des économies budgétaires, qui, je le rappelle quand même, il faut le dire aussi, porte principalement sur la réduction des effectifs de fonctionnaires, parce qu'à l'époque, il n'y a qu'un budget de fonctionnement. Il y a très peu de budget d'investissement, donc on ne coupe pas beaucoup dans les dépenses d'investissement. Et puis, il y a surtout une politique des effectifs. C'est ça qui obsède à l'époque les dirigeants budgétaires. Donc vous voyez des périodes un peu contrastées. Et pour la Cinquième République, là on a un portage Cinquième République très important, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre Michel Debré qui porte ça, et il va confier certes la mission à son secrétaire d'État aux Finances, qui est Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, mais on a un portage Cinquième République. Donc là, forcément, c'est très fort. Et si je prends la dernière séquence 86-88, on a un gouvernement Chirac qui est en totale opposition avec la politique menée par les gouvernements socialistes précédents. Donc on a un portage politique très fort qui là est à lui tout seul concentré au ministère des Finances sous le ministère d'Édouard Balladur. Je vois quelques analogies et aussi quelques ruptures, mais qui sont en fait des ruptures institutionnelles de la façon dont évolue la Cinquième République et surtout se déplace le pouvoir budgétaire, pour employer un terme générique, de plus en plus vers le gouvernement et plutôt moins vers le Parlement, même si je suis conscient que mon propos mérite très nuancé. Alors en termes d'analogie,
Je vais reprendre peut-être le sujet sur la période plus contemporaine. Lorsqu'on évoque le terme de soutien politique, nous, dans nos travaux à la Cour des comptes, ce que nous distinguons, c'est évidemment pas une identité politique. Il ne m'appartient pas du tout de dire si les revues de dépenses sont de droite ou de gauche. Ce que nous observons, c'est qu'il existe des revues de dépenses mises en œuvre par la plupart des gouvernements. Alors elles le sont avec plus ou moins d'intensité, et là évidemment ça peut renvoyer au programme politique, au programme de la législature. Donc c'est pas tellement la question de l'identité politique de revues de dépenses qui ne sont quand même qu'une forme d'outillage en réalité, et dont je ne suis pas convaincu que le mot lui-même renvoie à un certain imaginaire idéologique ou politique. En revanche, ce que nous constatons, et ça je crois que ça rejoint tout à fait ce que vous venez d'évoquer, mais dans des cadres institutionnels différents, c'est que l'initiative politique et le soutien politique à l'exercice lui-même est sa condition d'effectivité ou sa condition de réussite. Alors ça peut paraître extrêmement banal, mais je vais essayer d'être un peu plus précis. D'abord, sous la période récente, dans la période récente, de quoi parle-t-on en termes de revue de dépenses? Nous avons identifié quelques grands mouvements. Alors au début des années 2000, 2003, 2006 à peu près, c'est ce qu'on appelait les audits scopés. Donc c'est une démarche qui consiste à faire auditer un certain nombre de dépenses, de postes, plutôt d'ailleurs par des structures extérieures à l'administration. La deuxième expérience, alors c'est une des plus connues, c'est la RGPP, qui a laissé à la fois beaucoup de souvenirs. Donc c'est la période 2007-2012. Là aussi, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Et la RGPP, je le glisse ici, est sans doute celle qui a bénéficié le plus de soutien politique. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi qu'au fond, elle a plus marqué les esprits que les autres. Les audits scopés, je ne sais pas si beaucoup de monde en réalité s'en souvient, en dehors de la sphère, on va dire, des initiés. La troisième expérience, 2012-2016 à peu près, c'est ce qu'on a appelé la modernisation de l'action publique. Et là, effectivement, il y a un effet de contraste, alors que je crois qu'on peut interpréter comme un manque de soutien politique. En réalité, une initiative qui part sur un volet réforme de l'État et qui finalement ne produit pas assez d'études, assez d'évaluations, ne réunit pas des outils assez puissants pour déboucher sur des résultats. Alors même d'ailleurs, ce que je signale juste que c'est la modernisation de l'action publique, la MAP, qui a le plus utilisé le terme même revue de dépenses. C'est-à-dire qu'elle s'est vraiment approprié ce terme en réalité. La quatrième expérience, c'est ce qui s'est appelé Action publique 2022, qui occupe, on va dire, les années 2018 et puis jusqu'au Covid, pour dire les choses simplement. Alors du coup, les revues de dépenses actuelles sont la 5e génération que nous avons regardée, et c'est très clairement une génération post-Covid. Enfin, s'il faut chercher en fait le contexte, et ça explique aussi une partie de la façon dont elles sont conçues, c'est le contexte évidemment post-Covid, de finances publiques extrêmement dégradées. Elle était déjà en 2019, mais enfin depuis 2019, on parle de 675 milliards d'euros de dettes supplémentaires, de 111% du PIB de dette publique. Donc voilà, c'est ce contexte-là qui manifestement explique le retour des revues de dépenses. De même qu'on a dû inventer en quelque sorte des outils, peut-être qu'on y reviendra. En effet, on voit sur le siècle, finalement, une sorte de cartographie des lieux où on se préoccupe de l'analyse de la dépense publique. Mais moi, je dirais qu'avant même l'analyse, on est dans la période historique antérieure à celle d'aujourd'hui. On n'en est pas à analyser, on en est à collecter l'information pour savoir où se passe et comment se passe la dépense publique, notamment ayant trait aux services administratifs. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez bien marqué. C'est-à-dire que la Troisième République, nous sommes dans un régime parlementaire, donc je le redis, donc ça veut dire que le Parlement se préoccupe énormément du vote des budgets de fonctionnement des ministères et donc a aussi se mêle également des économies. Donc ça, c'est très important de le dire. Donc, mais comment faire? Le Parlement n'a pas les personnels pour faire ce genre de choses. Donc, dans l'entre-deux-guerres, on a des commissions extra-parlementaires. On a des commissions, j'allais dire en tout genre, des comités. On a parlé d'une polysynodie, c'est-à-dire d'une surabondance de commissions. Mais pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas de service permanent, tout simplement. Il n'y a pas de service permanisé. Donc on pioche dans les grands corps. Évidemment, la Cour des comptes va sortir en tête. Donc ça, c'est important de le dire parce qu'elle sort de son rôle purement de vérification du passé.
Et en fait, à partir de l'entre-deux-guerres, il y a tellement de travail en termes d'analyse, justement, et de collecte de l'information, qu'elle va sortir de sa mission traditionnelle pour investir tous ces comités, mais qui sont absolument innombrables, dans la période d'abord sortie de guerre, et puis ensuite, j'allais dire, non pas sortie de crise, parce qu'on n'en est pas sorti, mais après la grande crise, où les finances publiques, là aussi, dérapent. Et donc, il faut créer tout le temps des commissions. Voilà. Sous la 4e République, on commence à avoir des organismes permanents. Et alors, de manière intéressante, la Cour des comptes est très investie dans un rôle constitutionnel d'aide, alors on va dire, je vais utiliser le terme moderne, à la revue de dépenses en 45-46. Et donc là, elle voit son rôle reconnu qu'elle a acquis dans l'entre-deux-guerres. Donc il y a vraiment un progrès. Un progrès ne veut pas dire un progrès en mieux, veut dire dans l'accroissement de son rôle. Mais elle va en quelque sorte lâcher ce rôle à partir de 48. D'abord parce qu'elle a elle-même une réforme en 48 très importante, la Cour de discipline budgétaire, la commission de vérification des entreprises. Enfin bref, une sorte d'indigestion monumentale de choses à digérer. Et donc elle va laisser son métier, si je puis dire, des économies budgétaires à un autre comité, mais qui est désormais permanent, qui est le comité central d'enquête, donc il faut bien noter enquête, pour le coût et service des services publics. Comité central d'enquête pour le coût et rendement des services publics. Et c'est une émanation plus ou moins de la Cour des comptes, mais ils vont se spécialiser finalement dans l'analyse des services administratifs, de la réforme administrative et des économies budgétaires. Donc là, la Cour des comptes sort du jeu et on a ce comité. Mais ce qui est central aussi, et qui est un héritage de la Troisième République, c'est la montée en puissance dans les années 30 de la direction du budget, qui va avoir un rôle colossal au moment de ce qu'on appelle la déflation budgétaire. Donc là, elle va forger des outils extrêmement mordants. On ne les a pas retrouvés de la même manière, peut-être avec la RGPP. Et donc, un savoir-faire en matière de politique d'économie budgétaire hiérarchique d'en haut, qu'on ne retrouvera pas sous la 4e République. Mais néanmoins, la direction du budget va devenir un outil essentiel après 1945, jusque sous la 5e République, de rabotage des dépenses, avec des savoir-faire également en termes d'outils. Donc là, on a, vous voyez, des acteurs différents au Cour des comptes, direction de budget, et puis j'ai dit tout à l'heure la présidence du Conseil qui de temps en temps par un prurit prend en charge une politique publique d'économie et tape un peu plus fort sur la table. Je crois qu'on retrouve en grande partie les mêmes acteurs et au fond avec une petite diversification du processus que vous illustrez. Je crois que ce que vous montrez, c'est quand même globalement une forme d'internalisation de l'expertise, c'est-à-dire qu'on s'en remet un peu moins à des commissions extérieures, même si les commissions sont sans doute, je parle sous votre contrôle, un mélange de décisions, c'est-à-dire qu'on fait appel à des personnalités pour proposer en quelque sorte de la décision, parce qu'on fait appel à leur sagesse en quelque sorte, mais également elles produisent de l'outillage. C'est ce que je crois avoir compris. Alors effectivement, cette dimension, notamment d'outillage, elle est quand même de plus en plus internalisée au sein de l'administration, ou tout simplement elle se développe. L'administration se connaît bien elle-même. Je crois que je ne suis pas sûr. Alors il y a parfois d'ailleurs des zones grises, elles sont en partie d'ailleurs notre travail de les désigner. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et en même temps, je ne crois pas qu'il existe une multinationale, pour faire une comparaison évidemment un peu facile, mais qui ait autant en réalité de corps d'inspection, de systèmes de contrôle, qui produisent autant de connaissances sur elles-mêmes. L'État produit beaucoup de connaissances sur lui-même. Vous voyez, j'ai dit État, mais il faudrait dire administration publique en réalité. Alors cette question du coup que vous évoquez, de l'outillage, oui, il existe. Je crois qu'il faut dire les choses très clairement. La revue de dépenses n'invente pas tout à coup, et notamment pas celle qui est engagée depuis cette année, depuis 2023, la revue de dépenses n'invente pas l'évaluation des politiques publiques. L'approche par les résultats, l'approche par la performance, tous ces concepts-là, évidemment, ils irriguent déjà l'action publique, l'action administrative. La revue de dépenses, c'est un moment et un peu une procédure dans lesquelles justement on réunit la connaissance que l'on a déjà de la dépense publique ou que l'on a pu produire sur la dépense publique. Alors très concrètement, là finalement j'ai des phrases un peu générales et un peu allusives pour dire de façon très simple ce que nous connaissons en tout cas à Bercy ou pour les gens qui suivent ces sujets. La revue de dépenses, c'est le moment où on demande aux inspections générales, à la Cour des comptes,
dans le cadre de son indépendance, à des missions d'évaluation ad hoc, qui peuvent être des missions d'universitaires, des missions académiques, de produire des rapports, de produire de la connaissance à partir des données dont on peut disposer. C'est aussi le moment, du coup, où on va rassembler toutes ces données, on va vraiment s'interroger pour savoir si telle politique publique touche bien son public, qui sont les bénéficiaires de telle aide, etc. Donc c'est un moment, je crois qu'il faut vraiment le voir comme ça, où on rassemble cette connaissance, on constate les faiblesses d'un certain nombre de dispositifs, et on propose un certain nombre de mesures structurelles, d'ajustement, de réforme, d'économie, qui bien sûr sont arbitrées par le niveau politique. Je serais tenté de dire que ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors on en comprend que derrière, en réalité, ce que j'ai évoqué assez vite en termes d'outillage, de données, etc., prend évidemment un petit peu de temps, que proposer des réformes n'est pas si simple, et que faire les arbitrages en termes d'économie l'est encore moins. Mais le schéma, c'est celui-ci. Et cette connaissance, elle existe déjà. Voilà. Je crois que c'est ça sur lequel il faut insister. Il y a des lacunes, mais je ne veux pas du tout tenir un propos, on va dire, très pessimiste ou défaitiste. Depuis 20 ans, l'État, évidemment, produit de la connaissance sur sa propre dépense. Peut-être parlera-t-on d'évaluation des politiques publiques, qui est une des grandes nouveautés des 15 dernières années, ou évidemment d'approche par la performance qu'avait promu la LOLF, qui est quelque chose qui est jugé généralement un petit peu décevant. Oui, mais ça a quand même produit aussi beaucoup de résultats, beaucoup de chiffres que l'on peut utiliser. Sous la Troisième République, les comités ou les commissions sont non permanentes, à part le comité de réforme administrative de Paul Reynaud en 1938 qui était censé durer 3 ans, mais la guerre l'a interrompu. En fait, il n'y a pas d'expérience entre les deux guerres qui dure plus de 2 ans. C'est absolument impossible. Soit le gouvernement tombe, soit il y a des événements, l'aléa politique ou là international devient très important. Donc des commissions, ça veut dire qu'elles ne sont pas permanentes. Et ça, c'est ce qui marque la Troisième République. Du coup, ils font appel à ce qu'on appelle les grands corps de l'État. Alors principalement les corps, non pas les corps techniques de l'État, donc pas d'ingénieurs dans l'entre-deux-guerres. Ça viendra plus tard, donc c'est assez intéressant. Mais les grands corps, notamment la Cour des comptes et l'inspection, dans ces comités d'économie budgétaire. Ce qui va changer après la 1945, c'est une forme de construction de services spécialisés dans la revue de dépenses, pour utiliser le terme moderne. Donc on a d'un côté une direction de budget qui devient très puissante, et puis on a des organes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comité central d'enquête, des coûts et rendements de services publics. Donc là, on est entre finances et Cour des comptes, avec des missions d'enquête par ministère qui sont décidées selon un programme annuel. Donc vous voyez, là, on n'est plus dans un coût, j'allais dire, soit politique, soit budgétaire pour résoudre une urgence. On est dans, ça y est, on commence un peu à permaniser les missions pour produire de la connaissance. On a mis beaucoup de temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, au bout de 80 ans, voilà, on peut dire qu'on a une connaissance sur l'État, mais ça a pris des décennies en réalité. La Commission nationale d'économie, puis la commission d'économie de Michel Debré, 1950 d'un côté et 1959 de l'autre, font appel toujours aux grands corps, parce que c'est, entre guillemets, une main-d'œuvre disponible, mais aussi légitime, les inspections, etc. Mais c'est pas des, comment dire, les budgétaires sont permanents, donc c'est pour ça que la direction budget continue d'être la grande artisane, la grande actrice des revues de dépenses, et les commissions qui vont subsister, 50, 59, et puis après 86, 88, qu'on appelle non pas une commission mais une mission, la mission Belin-Gissereau, sont des missions temporaires où on pioche à nouveau dans les grands corps avec des missions d'enquête. En fait, le seul organisme vraiment permanent, c'est quand même la direction du budget pour les revues d'économie dans ma période. Les ministères techniques font l'objet de revues de dépenses, mais on voit arriver progressivement des acteurs un peu extérieurs aux grands corps dont j'ai parlé. Bon, d'abord, il va y avoir les administrateurs civils qui vont être embauchés dans les enquêtes. Et puis, en 1950, on a une innovation intéressante qui annonce des phénomènes beaucoup plus récents, que vous pourrez sûrement beaucoup mieux commenter. C'est ce qu'on appelle les cabinets de conseil en organisation. Donc, le grand cabinet de conseil en organisation publique en 1950, donc ce n'est pas une création des années 2000, les interventions de consultants ou d'organisateurs, c'est le cabinet de Paul Planus,
qui en 1950, est associé à la commission d'économie. Il est ingénieur, il a travaillé dans l'entre-deux-guerres pour la rationalisation des services publics, et donc il va être associé pour essayer de mettre au carré les administrations publiques. Et c'est le premier, c'est une des interventions les plus notables, officielles, d'un cabinet d'organisation en 1950, qui n'est pas là en 1959, parce que Michel Debré n'est pas trop partisan à l'époque. La Cour des comptes, schématiquement, est une institution indépendante. Alors, une fois qu'on a évoqué ce terme, ça veut dire de façon très, très, très simple et très compréhensible, je crois, que la programmation de ces travaux est décidée par elle-même. Et c'est bien pour ça que, globalement, elle peut contribuer, on va dire, à des exercices sans y mettre derrière une orientation politique, idéologique ou que sais-je encore. Là, on m'a rappelé ce premier point. Alors en réalité, derrière cette idée d'indépendance, il y a déjà quelques tempéraments qui ont été introduits d'ailleurs par la loi organique. C'est que les assemblées, l'Assemblée nationale, le Sénat, peuvent nous demander un certain nombre de rapports. Alors une sorte de gentleman's agreement fait qu'un certain nombre de rapports qui est limité, parce que la Cour ne souhaite pas consacrer la totalité, on va dire, de ses forces à des commandes qui lui seraient faites. Et le gouvernement, c'est plus rare, mais peut aussi nous demander un certain nombre de rapports. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette micro-introduction ? C'est que c'est un choix très fort de la Cour, exprimé par le Premier Président, de participer à cet exercice de revue de dépenses. Très classiquement, une revue de dépenses en mode, je crois, 5e République, ce serait le gouvernement demande aux inspections générales, qui sont sous son autorité, de produire des rapports. C'est globalement comme ça qu'a fonctionné la RGPP. La RGPP est une initiative très, très portée politiquement, une initiative très gouvernementale et qui s'appuie, pour l'essentiel, sur des travaux des inspections générales ou des travaux internes à l'administration. La revue de dépenses de 2023, qui figure dans son principe dans la loi de finances initiale, et qui surtout a été précisée en termes d'intention par le ministre en charge des Finances, Bruno Le Maire, lors de ses vœux à la presse tout à fait au début du mois de janvier, du coup a fait l'objet de cette annonce, et c'est à ce moment-là que la Cour des comptes a dit nous allons participer à cet exercice parce que nous pensons qu'il est extrêmement important. Et notamment, il rejoignait un message de la Cour, notamment qui avait été exprimé dans ses travaux sur la sortie de crise sanitaire, un rapport qui, en gros, à la demande du Premier ministre, visait à dire, au fond, ce serait quoi la stratégie macroéconomique et de finances publiques en sortie de crise. Et la ligne, en quelque sorte, proposée par la Cour était celle, évidemment, d'une consolidation des finances publiques, là je ne vais surprendre personne, mais au moyen d'une approche très qualitative. La Cour des comptes ne soutient plus, si on regarde ces rapports les plus récents des dernières années, ne soutient pas une sorte de stratégie de coupe très brutale, très rapide, et essaie de plus en plus de faire passer justement le message. Ce serait peut-être une différence avec les commissions de la hache ou l'appréciation de rabotage, vous avez employé le terme. Au contraire, la Cour promeut une approche qui est quand même beaucoup plus fondée sur l'analyse qualitative de la dépense. En fait, et notamment, c'est pour ça que la Cour est très en pointe pour développer l'évaluation des politiques publiques. Alors, je suis bien conscient d'avoir beaucoup entouré de contexte pour arriver, au fond, à la contribution même de la Cour, mais qui l'explique, en fait. Elle a pris deux formes, très concrètement. 9 notes thématiques, c'est-à-dire en réalité 9 notes qui portent sur des secteurs particuliers de l'action publique et qui désignent du coup les forces, les faiblesses de ces secteurs et les sujets qui pourraient donner lieu du coup évidemment à des efforts d'économie ou des réformes structurelles. Parmi ces 9 notes ont été notamment signalées l'organisation des forces de sécurité intérieure, le logement, la formation professionnelle, l'organisation des soins de ville, les dépenses fiscales et quelques autres. Donc 9 notes thématiques, accompagnées par une contribution transversale, donc de méthodologie, pourrait-on dire, consacrée à la qualité de la dépense publique. Et c'est, j'allais dire tout ça pour en venir là. C'était ça sur lequel je voulais insister, qui était notamment promu de façon très volontariste par le Premier Président, par Pierre Moscovici, c'est de dire il faut d'abord regarder la qualité de la dépense, ses résultats, et la cible d'économie, ou les moyens de faire des économies, ce n'est pas du rabot, c'est de constater qu'un certain nombre de dépenses publiques, et elles sont nombreuses, ne font pas preuve d'efficacité, ne font pas preuve de qualité, parce qu'elles manquent leur cible, parce qu'elles ont des résultats insuffisants, parce qu'elles ont été mal calibrées en amont. Il y a des tas de raisons qui peuvent l'expliquer, et c'est d'abord sur celles-ci qu'il faut se concentrer. Donc voilà, la contribution de la Cour 2023, ça a été ces 10 rapports, 9 plus 1,
Alors, il ne m'appartient pas de me prononcer sur la programmation des travaux 2024 et la suite, mais globalement, la Cour, je crois, entend continuer à participer à cet exercice qui correspond à des choses qu'elle a recommandées depuis plusieurs années et qui prend une forme qui correspond, j'ose pas dire à sa philosophie de la dépense publique, ce serait un terme peut-être un petit peu pompeux, mais en tout cas en termes d'approche qui correspond tout à fait à ce qu'elle souhaite promouvoir. Je pense que justement il y a une forme de cécité, en tout cas entre les deux guerres, sur comment fonctionnent les services, les effectifs, les recrutements, ou au contraire toutes ces circulations de personnel temporaire après la Grande Guerre, mais aussi après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a un problème de connaissance. Donc si je prends le cas de la direction du budget, qui à l'époque doit répondre voilà, après la crise des finances publiques qui démarre en 32-33 et qui ne va faire que s'accroître, elle a en fait pas 50 000 outils, elle est aveugle d'une certaine manière. Et d'où le fait d'utiliser un moyen qui va disparaître après la Seconde Guerre mondiale, qui est ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire. Comme on ne sait pas comment fonctionnent les services et qu'on n'a pas de données, si vous voulez faire des économies, eh bien, vous allez prendre un abattement, on va dire 5%, 10% sur les rémunérations en moins, soit de dire 25% d'économie budgétaire sur les effectifs. Donc il va falloir supprimer des emplois. Et parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Et en plus, la direction du budget à l'époque, dans les années 30, va forger une théorie comme quoi si on supprime, enfin non pas arbitrairement, mais par voie gouvernementale, par les décrets-lois des emplois, ça va obliger les services à se réformer. Donc il y a, je ne sais pas, des petits éléments qu'on va retrouver dans la RGPP. Donc en effet, si on supprime beaucoup d'emplois d'un seul coup, les administrations vont être obligées de se réformer. Après la Seconde Guerre mondiale, entre 45, 46, 47, puis jusqu'en 1950, il y a l'idée de faire une approche qui est plus qualitative et de descendre dans le détail de fonctionnement des services, mais à un niveau incroyablement bas, quasiment au niveau du bureau. Et donc là, c'est beaucoup plus fin, mais on est toujours à la recherche de la suppression d'emplois. Mais il n'y a plus l'abattement véritablement forfaitaire. Et à partir de 1950, la direction du budget abandonne le prélèvement, la technique de l'abattement forfaitaire, et elle va le critiquer en disant on touche les administrations efficaces comme les administrations inefficaces. Donc justement, ce n'est pas assez qualitatif. Et donc là, dans les années 50, puis après ça va continuer dans les années 60, mais surtout dans les années 50, l'idée de chercher des outils, des connaissances pour essayer de mieux connaître les services, c'est-à-dire ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui dépensent trop, ceux qui ont un prix de revient. Et là, je devrais d'une certaine manière introduire cette grande innovation des années 50, c'est de forger un outil qui s'appelle le prix de revient des services publics. Et ça, c'est le comité central des coûts et rendements des services publics qui l'a inventé. Comment, pour des espèces de ratios, établir des ratios pour savoir combien un service dépense, quel est son coût, et donc voir là où c'est pas efficient et où c'est pas efficace. Les années 60 vont laisser tomber ça. Le prix de revient, on va pas y revenir. Mais en revanche, on va inventer la rationalisation des choix budgétaires, qui est une autre façon qualitative d'évaluer l'action et l'efficacité d'un service public ou des grandes politiques publiques. Mais ça n'a qu'un temps, hein, ça démarre à peu près, la RCB, ça commence en 66-67, ça va durer jusque dans les années 80, et justement, là je fais la jonction avec ce qui a été dit tout à l'heure, un des fruits de la RCB, ça a été la politique d'évaluation des politiques publiques. Donc on voit bien que suivant les périodes, suivant les enjeux budgétaires, suivant l'organisme qui porte politiquement, quand je dis politiquement, c'est en termes de pouvoir, la réforme, eh bien on va avoir des outils qui varient dans le temps. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut voir les choses sur la longue durée. La Cour des comptes s'appuie globalement sur les outils qui sont disponibles au sein même de l'administration. Ce qui veut dire qu'on a les mêmes outils que l'administration en grande partie. Et je voudrais insister peut-être sur deux d'entre eux. Peut-être je crois que ce sont vraiment les deux leviers privilégiés aujourd'hui pour les revues de dépenses.
Le premier, on vient de l'évoquer, ce sont les évaluations de politique publique. Alors effectivement, on ne va pas en faire l'histoire, mais je rejoins totalement Madame Descamps. C'est effectivement le début des années 90, la RCB, qui fait naître en quelque sorte, qui aide à formaliser, on va dire, le concept d'évaluation des politiques publiques, et qui sont progressivement, qui se développent, qui s'introduisent, on va dire, en France. Néanmoins, elles ne sont pas encore totalement institutionnalisées dans le cœur même de l'action publique. Il y a un certain nombre d'organismes qui ont une mission constitutionnelle dans le cas de la Cour d'évaluation des politiques publiques. France Stratégie, par exemple, de par la loi, une mission d'évaluation des politiques publiques. On tend de plus en plus, dans les nouvelles lois, notamment les lois qui émanent de Bercy, à intégrer, dès la conception de la loi, un comité de suivi et d'évaluation. Il fait souvent plus de suivi que d'évaluation. Enfin, c'est quand même un jalon qui a été franchi. Donc voilà, l'évaluation des politiques publiques, c'est on va dire, une longue histoire de mise en place, mais globalement, elle tend à se développer. Alors l'évaluation, c'est une approche essentiellement par le résultat et par les causalités. Sans doute pourrait-on donner des tas d'autres nuances, mais ça consiste à regarder, dans le cas d'une dépense publique, je ne fais pas une théorie générale de l'évaluation, si telle dépense atteint bien, en quelque sorte, sa cible, atteint son résultat, et de regarder par quel mécanisme elle atteint ce résultat. Parce qu'il peut arriver d'ailleurs qu'on atteigne un résultat, mais que la dépense se soit avérée en réalité inutile. C'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine. C'est l'une des économies, on va dire, les moins douloureuses à faire, c'est lorsque l'on détecte vraiment un effet d'aubaine, mais c'est pas si simple. Alors là, j'ai peut-être un peu simplifié, mais voilà, c'est ça, une évaluation, c'est se poser des questions. La Cour, par exemple, avait fait l'évaluation du RSA, elle avait pris les 3 objectifs légaux du RSA. Est-ce que les personnes sortent de la pauvreté? Est-ce que les personnes sont accompagnées? Est-ce que les personnes retrouvent un emploi? 3 questions auxquelles on essaie de répondre. Alors c'est une différence par rapport à certains types de travaux traditionnels, effectivement. Alors par rapport, par exemple, aux travaux de régularité, qui ont beaucoup emprunt et qui empruntent toujours, évidemment, des formes d'analyse juridique, de renvoi des responsabilités. C'est vraiment une approche très différente. Et d'ailleurs, on voit bien que l'approche de la régularité ne permet pas de réduire les dépenses. Elle permet simplement de réduire les irrégularités. Mais ça ne réduit pas en soi, évidemment, la dépense, ce n'est pas un facteur de maîtrise. Et puis, ça peut être un petit peu différent de ce qu'on appelle les audits de performance. Même si, soyons très clairs, avec les audits de performance, on peut faire des revues de dépenses. Mais effectivement, l'évaluation est quand même quelque chose d'un petit peu plus raffiné, notamment dans ce que j'évoquais à cause des phénomènes de causalité, de se demander comment fonctionnent en quelque sorte les mécanismes, alors que l'audit de performance est quelque chose qui, généralement, est très très axé sur, on va dire, les résultats bruts. Donc voilà, l'évaluation des politiques publiques est vraiment l'outil que l'on peut mobiliser, que l'on doit mobiliser pour les revues de dépenses. Et il y a des recommandations de la Cour des comptes en ce sens, et du coup j'en glisse une, c'est qu'aujourd'hui, cette évaluation des politiques publiques est encore un petit peu trop, pas le monopole, mais est encore un petit peu trop dominante par les institutions publiques elles-mêmes. Et donc la Cour des comptes fait cette recommandation d'essayer de susciter davantage d'évaluation par le monde académique. Et il nous semble que l'administration, les ministères gagneraient en réalité à solliciter davantage le monde académique pour conduire des évaluations. Il y a une trentaine à peu près de laboratoires universitaires ou de recherche en France qui font très couramment de l'évaluation. Je crois que ce sont eux qu'il faut mobiliser. En tout cas, vous voyez que la Cour des comptes n'a pas peur de la concurrence de ce point de vue. L'évaluation. Le deuxième pilier, je vais être un petit peu plus rapide, c'est les données. Et ça, c'est quand même une caractéristique, on va dire, de l'époque dans laquelle nous vivons, et c'est une bonne chose. Nous vivons à l'ère de la donnée. Et l'administration, l'action publique produit énormément de données, d'abord sur la dépense elle-même, sur les résultats, bref, sur tout cet environnement des politiques publiques et de la dépense. Alors, il y a encore des zones grises, je prends un seul exemple et nous faisons des recommandations pour le développer, c'est la géolocalisation de la dépense. Il n'est pas si simple de dire combien d'euros sont dépensés par l'État dans la Creuse ou dans le Val-de-Marne. J'ai donné 2 exemples tout à fait au hasard, mais on voit bien derrière le type de controverse ou de type de débat politique qu'il peut y avoir. Mais la géolocalisation de la dépense n'est pas quelque chose de très simple. Pour autant, depuis maintenant plusieurs années, l'action publique produit beaucoup de données. La Cour recommande, de ce point de vue-là, à une position, on va dire, presque radicale, elle recommande que toutes ces données soient publiques, le plus publiques possible, et qu'elles soient saisies par la société civile, les syndicats, les associations, les laboratoires, les organismes de recherche, et qu'au fond, on ait une sorte d'analyse de la dépense, de l'action publique, des services publics par la société civile, mais sur la base d'un accès aux données, qui est évidemment ordonné, couverte par des niveaux de secret, ça va de soi, mais toutes ces données pourraient être rendues publiques. Et de ce point de vue-là, voilà, la Cour promeut une vision très, très ouverte, très j'oserais presque dire décentralisée,
de l'analyse que l'on peut faire. Voilà. Ce sont les deux outils sur lesquels je souhaitais insister, évaluation des politiques publiques, données. Pour rebondir très rapidement néanmoins sur ce qui vient d'être dit sur la démocratisation, il y a eu cette idée dans l'entre-deux-guerres. En fait, il y a eu beaucoup d'idées dans l'entre-deux-guerres parce que comme l'État est très petit, il y a beaucoup d'effervescence. Et donc, l'idée était, dans les années 30, d'avoir ce qu'on appelait des commissions d'économie tripartites, donc administration, parlement, mais aussi usagers. Et les représentants des usagers, c'était une idée, et puis tripartite aussi, parce qu'il fallait que les syndicats des fonctionnaires contribuent, eux aussi, participent aux commissions d'économie. Donc ça n'a pas duré très longtemps, il faut bien le dire, c'est vraiment une petite période. Et donc, voilà, la 4ème République n'a pas repris cette idée de commission tripartite où il y aurait à la fois des représentants des agents et en même temps des usagers. Pour ce qui concerne le périmètre, oui, les commissions d'économie de l'entre-deux-guerres, mais aussi celles de la 4ème République, alors ce n'est pas le cas de la commission de Michel Debré, dite de l'article 76, mais pour la 3ème et 4ème République, la dimension de ce qu'on appelle les services, à l'époque, les services extérieurs de l'État, qu'on appelle aujourd'hui déconcentrés, oui, sont pris en charge. Donc il y a notamment pour le comité marin, qui est un homme politique de la 3ème République de 1922-1923. Ce comité marin a peigné, si je puis dire, utilisant le terme du budget, peigné les dépenses et les services préfectoraux, les services territoriaux. Voilà. Et même chose, à partir de 1949, toute la Commission nationale d'économie, il y a des commissions départementales d'économie qui peignent les services départementaux, donc les préfectures notamment, pour essayer de diminuer, là encore, le nombre de services, les effectifs, le nombre d'emplois budgétaires. Donc oui, c'est tout à fait pris en compte. Et il y a bien aussi cette idée, voilà, d'une croissance des services locaux, d'autant plus que le régime de Vichy avait créé un échelon régional. Donc il y a eu des créations de services, et donc en 1900, après la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de faire une cure d'amaigrissement à l'État. Par contre, il n'y a pas de fonction publique hospitalière. Donc les commissions d'économie, les revues de dépenses ne prennent pas en compte les hôpitaux. Alors, la fragmentation des dépenses publiques, on va dire, est une réalité, même si elle est propre à tous les pays. En réalité, elle n'est pas singulière à la France de ce point de vue-là. Ce qui est plus singulier, c'est l'intrication du financement, qui peut du coup justifier un regard sur la dépense. Alors aujourd'hui, je ne sais pas encore si les revues de dépenses nouvelles formules porteront sur l'ensemble des administrations publiques. Je veux dire par là que les signaux qui ont été donnés continuent à porter essentiellement sur l'État. Ce qui a été le cas de toutes les générations précédentes de revues de dépenses, en tout cas celles que je citais, les audits Copé, la RGPP. La RGPP, une des grandes limites de la RGPP est qu'elle a porté quasi exclusivement sur l'État, et au sein même de l'État, sur les dépenses de fonctionnement et sur les dépenses de personnel. C'était, on va dire, cette vision qu'elle avait. Or, les deux postes que je viens de donner, évidemment, représentent un volume de dépenses important, mais qui reste minoritaire au regard de la dépense publique. Pourquoi est-ce que nous, à l'inverse, à la Cour des comptes, nous avons délivré un message très, très, très clair? Les revues de dépenses doivent porter sur l'intégralité des administrations publiques, État, collectivités territoriales, protection sociale, et sur l'intégralité des secteurs. Il n'y a pas de secteur préservé en soi, ni le social, ni l'investissement, ni ceci. C'est pas du tout une lecture politique, c'est parce qu'objectivement la dépense est présente dans tous ces secteurs et que la question de la qualité sur laquelle on a insisté se pose dans tous ces secteurs. Je ne crois pas que la dépense hospitalière soit considérée en bloc comme étant de qualité. Il est possible qu'elle soit insuffisante, en tout cas c'est le regard qu'on peut porter ou que certains portent dessus, ce qui ne veut pas dire que toutes les dépenses liées à l'hôpital sont de qualité et donc devraient être en dehors de l'évaluation. Par ailleurs, d'un point de vue, là il y a une rupture évidemment historique, c'est la gouvernance européenne des finances publiques. Donc ça il faut être très clair, j'allais dire presque technique. Nous vivons dans ce qu'on appelle en finances publiques les indicateurs maastrichtiens et qui sont des indicateurs toute administration publique. Ce qui se comprend très bien, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails, mais décentraliser au profit des départements ou des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, une dépense
qui du coup ne serait plus le fait de l'État. Si ça suffisait, on va dire, pour respecter nos ratios de finances publiques au regard de la gouvernance européenne, je dirais ce serait évidemment un peu trop simple. Et c'est la même chose pour le social. Donc évidemment qu'il faut regarder l'ensemble des périmètres de dépenses. D'ailleurs, je rappelle 3 chiffres. On a peu parlé de chiffres, et au fond, je me dis qu'on a tort parce qu'il faut parfois rappeler les chiffres, y compris en valeur absolue. La dépense publique en 2022, c'était 1536 milliards d'euros. Et je peux vous le donner à l'euro près, quasiment. Vous aviez 3 blocs et les 3 sont très significatifs. Le premier, c'est la protection sociale, 704 milliards. C'est devant l'État. L'État et les organismes de l'administration centrale, c'est 634 milliards. Donc on est un petit peu en dessous du social. Et les collectivités territoriales, alors au sens relativement large, c'est 295 milliards. Donc c'est évidemment moins que les 2 autres, mais vous pouvez quand même difficilement faire l'impasse sur 295 milliards. Donc bien sûr que tous les niveaux d'administration devraient participer à cet exercice de revue de dépenses. C'est comme ça qu'elles seraient sans doute, je crois, les plus efficaces et peut-être aussi les plus acceptables. Peut-être, là aussi, faut-il séquencer l'approche, entre guillemets, des résultats de ces politiques d'économie. L'entre-deux-guerres a eu une efficacité, quand même. Donc, si voilà, il y a eu les commissions d'économie de sortie de guerre, jusqu'à Poincaré, réforme de l'État Poincaré, 1926, mais ça avait été précédé en 22-23 par des commissions d'économie. Et donc Poincaré va faire, entre guillemets, la réforme administrative et il va faire des économies. Et après la grande crise, lors de la déflation budgétaire et de la crise des finances publiques, il va y avoir des commissions d'économie et surtout il y a les fameux décrets-lois Laval avec le maniement du fameux abattement forfaitaire moins 10%, moins de temps, etc., etc. Donc vraiment là on est dans la coupe. C'est le seul moment où en France on vraiment fait de la coupe budgétaire brutale. Ça n'a pas duré puisque le Front populaire est arrivé pour évidemment éliminer tout ça. Donc là il y a de l'efficacité. Aveugle, mais il y a de l'efficacité. Bon. Après 1945, les commissions, on n'a plus recours aux décrets-lois, les commissions font des propositions. Et le résultat des propositions, alors c'est moqué sous la 4e République, c'est pour ça que ça sera abandonné après 1950, c'est qu'en fait on ne supprime que des emplois vacants. Donc il y a le grand débat sur les effectifs réels et les effectifs budgétaires. En fait, grosso modo, la résistance des administrations est telle qu'en fait, on va supprimer principalement des emplois vacants et ce qu'on appelle à l'époque des auxiliaires, qu'on appellerait peut-être aujourd'hui vacataires, enfin toute la main-d'œuvre qu'utilisent les services administratifs à l'époque en appoint, mais c'est considérable. À tel point qu'il faudra une loi sur les auxiliaires. Donc en fait, la question des auxiliaires, c'est facile de supprimer les auxiliaires. Ce ne sont pas des emplois budgétaires. Donc vous voyez que c'est là où on a mis en cause l'efficacité de ces commissions, en disant qu'on ne pouvait plus faire de l'abattement, de la coupe raide, si je puis dire, et ça ne servait à rien de passer une énergie colossale pendant 1 an ou 2 ans pour lister des suppressions d'emplois qui en fait n'étaient pas des emplois budgétaires, donc ça ne servait à rien. Donc après, c'est pour ça que la direction du budget va essayer arrête et pratique le rabot, mais dans le cadre des conférences budgétaires, mais pas plus, il n'y a plus de grands exercices d'économie budgétaire, et les années 60 vont essayer d'inventer autre chose. Donc en fait, c'est cette idée que les administrations résistent énormément, et l'expérience Balladur, par exemple, de 86-88, va se solder là aussi par très peu de suppression d'organismes, de services, parce qu'il y a une résistance et qu'il faudrait en fait pas bénéficier de 2 exercices budgétaires, mais il faudrait 10 ans. Et ça n'arrive jamais dans l'histoire de France. Je ne crois pas qu'on ait dépassé 2 ans. Et quand je dis 2 ans, c'est peut-être 6 mois. Donc en fait, c'est aussi ça, l'inutilité et l'inefficacité, c'est que il faudrait durer plus. Alors la RGPP, je ne sais pas, a été un petit peu plus longue. Peut-être la seule exception, effectivement, où elle a duré à peu près 5 ans. Et encore pas avec toujours la même intensité, mais 5 ans c'est peu. Oui, mais en même temps, c'est pour ça que ça a laissé un souvenir aussi cuisant. C'est vrai. C'est qu'elle a duré. Quand même, je pense que c'est une des expériences les plus longues qui ait jamais existé d'un effort continu de compression
de coupe et de réorganisation. L'exercice n'est pas spontanément consensuel. Un certain nombre de caractéristiques, alors là, qui ne m'appartient évidemment pas d'aller chercher, mais enfin, je crois qu'on peut poser comme une connaissance relativement établie qu'en France, la dépense publique est très ancrée dans nos habitudes, dans nos attentes, dans le modèle français, on va dire. Et donc réduire la dépense publique n'est pas quelque chose de spontanément populaire. D'ailleurs, est-ce que le vrai sujet, c'est le niveau de la dépense publique ? De ce point de vue-là, la Cour des comptes, généralement, ne se prononce pas. Elle constate simplement que 58,2% de dépenses publiques, c'est le niveau du PIB que l'on a atteint en 2022. Place la tête, effectivement, en tête de tous les autres pays, mais ça peut être le reflet de choix. Et c'est pas forcément, on va dire, ce chiffre-là qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est deux choses. Alors l'une, évidemment, c'est le niveau d'endettement, qui coûte très cher, qui coûte énormément. Je n'y reviens pas, ce sont les problématiques de soutenabilité. Mais dans le cadre qui nous intéresse ici, l'autre élément qui pose problème au regard de ce niveau de dépenses publiques, c'est la satisfaction des gens, tout simplement. C'est-à-dire que nous, ce que nous constatons, et c'est ça qui ouvre en quelque sorte notre propos transversal sur la dépense publique, c'est que nous constatons que la dépense publique, elle augmente tendanciellement. J'y reviendrai dans un instant. Il n'y a absolument aucun doute sur le niveau de la courbe. Je donne un chiffre très simple, je le crois très parlant. Tout Français aujourd'hui, en 2023, reçoit, entre guillemets, en dépenses publiques, 23% de plus qu'un Français de 2020 en euros constants. Évidemment, je parle bien en euros constants, ce serait beaucoup plus en euros courants. 23% de plus. C'est-à-dire que nous avons presque un quart de dépenses publiques par personne en plus qu'il y a 25 ans. Donc la dépense publique n'a jamais cessé d'augmenter. Je l'ai dit, pourquoi pas. Le problème, c'est le niveau de satisfaction. Et là, c'est assez, d'ailleurs, difficile à mesurer. On pourrait imaginer que c'est assez simple, en réalité, selon les secteurs, pour être bien sûr qu'on a les mêmes indicateurs, qu'ils ne sont pas des effets d'humeur, et on sait qu'ils peuvent l'être, par rapport évidemment à telle ou telle orientation gouvernementale. Bref, mais les indicateurs de satisfaction suggèrent, à minima, qu'ils ne progressent pas. Donc plus la dépense augmente, et la satisfaction, elle stagne, voire elle décroît légèrement. Je n'ose même pas dire sur l'efficacité réelle. C'est très difficile de mesurer ce qu'on pourrait appeler une efficacité objective. Prenez les enquêtes PISA sur l'éducation. Est-ce qu'elles produisent une forme d'objectivité ? Moi, je ne m'aventurerai pas sur ce sujet. Vous pouvez regarder l'état des infrastructures. Est-ce que c'est une mesure objective ? Je ne sais pas. Mais nous n'avons pas non plus de certitude dans un certain nombre de secteurs qu'il y a objectivement des résultats croissants avec le niveau de la dépense publique. Nous ne pouvons pas en être certains. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et la revue de dépenses, finalement, ça illustrera une grande partie de notre propos, c'est une façon d'essayer de traiter ces deux sujets en même temps. C'est-à-dire de ne pas considérer que la dépense publique est trop importante, point, ce qui nous renverrait effectivement à des mécanismes de coupe ou de rabot. Si on considère que la dépense publique est trop élevée et qu'il s'agit juste de la couper, objectivement, d'un point de vue budgétaire, les mécanismes de rabot ont une forme d'efficacité. C'est un peu aveugle. C'était un peu ce que faisait la RGPP avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Je crois que c'est une des dernières fois où il y a eu une sorte de concept de rabot massif. Et depuis, on est sorti, du coup, on essaie d'avoir des approches plus qualitatives. Alors, les approches qualitatives sont plus exigeantes, mais plus intelligentes. C'est maîtriser la dépense ou réaliser des économies, là où celle-ci n'est pas de qualité, là où celle-ci n'est pas efficace. Donc, un propos relativement simple, mais derrière, ça demande tout ce qu'on a évoqué. Un outillage, de la volonté politique, parce que même une dépense jugée peu efficace n'est pas si simple pour autant à supprimer. Il y a forcément des bénéficiaires, il y a forcément des intérêts constitués autour de cette dépense, et donc elle est difficile en réalité à supprimer. Sous la 4ème République, par exemple, le grand combat qui est mené en termes d'économie budgétaire, ça va être les suppressions de subventions économiques, notamment par exemple aux entreprises publiques. Et donc, quand la direction du budget a vu qu'elle arrivait moyennement dans les années 50 à obtenir ces fameuses économies budgétaires sur les services, elle a concentré son action, j'allais dire de persuasion auprès des dirigeants économiques de l'époque, du ministère des Finances et de l'économie, pour justement faire jouer à la baisse. Et donc ça, derrière, c'est aussi un projet quand même économique et financier de libéralisation de l'économie qui est qu'il faut que les entreprises s'en sortent toutes seules et elles ne devraient pas avoir besoin d'être subventionnées. Donc il y a aussi, il y a la question des effectifs sur laquelle on s'est énormément concentré, 3e, 4e République. Et puis les choses vont se déplacer aussi. Et sous la 5e République, cette question des subventions économiques, elle n'est pas aussi massive parce que
voilà, l'État donne éventuellement, contractualise avec ses entreprises publiques, etc. Donc il y a d'autres outils dont on n'a pas du tout parlé, parce qu'on s'est un peu concentré sur les services administratifs en fait. Mais voilà, il y a quand même cette recherche en effet de l'efficacité, de l'efficience sûrement, mais de l'efficacité aussi. Et la RCB, c'est cet énorme effort. C'est de dire, est-ce qu'on peut calculer alors on ne parle pas encore de performance, mais il y a des indicateurs d'objectifs, d'atteindre des résultats qu'on s'est fixés, etc. Alors ça sera beaucoup plus perfectionné à partir des années 90. On entre dans une autre période, mais déjà il y a cette volonté de travailler sur la qualité et de l'efficacité du service rendu. Mais c'est extrêmement difficile, faire des choix sur l'école, par exemple. Est-ce que, alors on sait ça, les effectifs divisés par 2, les dispositifs d'accompagnement pour le tutorat, au contraire diminuer le nombre d'élèves par classe, etc. C'est des choix très complexes à opérer et on est assez aveugle aussi. Il faut du temps pour savoir si le dédoublement c'est entre guillemets efficace ou pas, pour savoir notamment sur la scolarisation des enfants et le niveau scolaire. Combien de temps on doit prendre en compte pour savoir ? Cette question du temps est à la fois évidemment très importante et on aimerait développer, on le recommande d'ailleurs, l'expérimentation qui typiquement permet pendant 2 ans, 3 ans de tester une réforme, un dispositif, une configuration et de décider s'il faut le généraliser ou pas. La difficulté, c'est que le temps on l'a jamais. Ça je ne veux pas commenter, mais enfin on vit un calendrier politique qui est vécu comme en urgence permanente. L'autre élément où j'ai réagi un moment à votre propos, c'est que la dépense publique n'est pas irréversible, mais elle pose quand même des problèmes ou des difficultés de réversibilité. Ça, on le constate à chaque fois. Ça rejoint tout à fait ce que j'évoquais. C'est-à-dire que même une dépense jugée peu efficace, et pour autant, il est difficile de revenir en arrière. Donc c'est ça peut-être aussi l'une des difficultés, c'est cet effet de cliquet qui est propre vraiment à un très très grand nombre de dispositifs. D'où d'ailleurs les enjeux de l'évaluation préalable, sur lesquels là aussi nous formulons un certain nombre de recommandations pour vraiment améliorer l'évaluation préalable, ce qui est une façon d'anticiper le fait réaliste qu'il sera toujours difficile de revenir en arrière. Raison de plus pour bien se demander si on a pensé le bon mécanisme, si on a désigné la bonne cible, les bons bénéficiaires, et si on n'a pas créé une dépense en réalité qui ne servira pas à grand-chose. Alors je ne vais évidemment pas vous répondre politiquement, puisque ce n'est pas du tout mon rôle, je vais vous répondre simplement presque institutionnellement. En sortie de crise sanitaire, je l'ai indiqué, la France se retrouve parmi les mauvais élèves, globalement, de l'Union européenne et notamment de la zone euro, avec un niveau d'endettement qui pose des enjeux de soutenabilité très aigus pour sa dette. On ne s'en rend pas forcément compte, mais la dette a augmenté, le coût de la dette a augmenté de façon considérable au cours des 2 dernières années, et malheureusement, c'est une perspective qui est encore devant nous. Donc ce qui pouvait paraître comme relativement indolore, et je le dis avec beaucoup de nuances, il y a encore une dizaine d'années, devient en fait de plus en plus problématique. Donc le contexte, c'est celui-ci, on va dire le macro-contexte, et puis de façon plus immédiate, le gouvernement, en avril 2023, a notifié à la Commission européenne, dans le cadre des règles de la gouvernance européenne actuelle, un programme de stabilité qui prévoit de revenir sous les 3% de déficit d'ici 2027. C'est un effort considérable. Schématiquement, ça revient à faire à peu près entre 10 et 15 milliards d'euros d'économies chaque année, on va dire, en plus du tendanciel. Je passe un peu sur les termes techniques. C'est considérable. On pourrait penser que sur 1536 milliards d'euros de dépenses publiques, réaliser 15 milliards d'économies est accessible. C'est pas du tout vrai. C'est très très difficile de réaliser 15 milliards d'économies. Ça fait 1%. Mais 1% est très difficile parce que le tendanciel, lui, évidemment, augmente. Donc en réalité, c'est encore plus d'économies nettes qu'il faut faire. Mais je passe sur les détails. Donc le contexte, fondamentalement, c'est celui-ci. Et c'est pour ça que je crois qu'en réalité, les revues de dépenses sont la forme que prend une initiative vis-à-vis de laquelle nous sommes tous collectivement obligés. C'est pas uniquement à cause de la lettre du programme de stabilité, c'est que la situation des finances publiques appelle objectivement un regard sur la dépense publique plus exigeant, appelle forcément un effort de maîtrise et de soutenabilité,
et qu'il est plus intelligent, encore une fois, de le faire par le biais de cet exercice, dont nous espérons du coup qu'il va s'ancrer dans la pratique administrative, qu'il va s'institutionnaliser au sein du cycle budgétaire. J'aurais pu entrer dans plus de détails, mais voilà, il faut lui donner une forme, il faut lui donner une constance, il faut lui donner une durée, et je crois que c'est peut-être l'outil privilégié qui permettra, le cas échéant, de tenir nos objectifs européens, mais surtout nos objectifs d'une meilleure soutenabilité de nos finances publiques.